19h45 ici à Bénin Business 24. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition du Journal du Soir dont voici les grandes articulations. Excès de vitesse, des radars sont désormais déployés dans les grands axes de la ville de Cotonou. Une mesure censée réduire les accidents de la route. Le constat dans un instant. L'élevage des escargots est aujourd'hui une opportunité pour l'agrobusiness. De nombreux Béninois se lancent dans ce secteur d'activité. Mais comment reconnaître les différents types d'escargots afin d'accroître les chances d'une bonne production? On en parle. Et les populations sont plus impliquées dans la gestion des affaires locales. Les changements apportés au système mis en place, un expert nous en parle. Merci à vous de nous préférer sur Bénin Business 24 pour vous informer. Vous l'aurez constaté depuis quelques jours maintenant en circulation, des radars ont été déployés pour contrôler la vitesse maximum autorisée en agglomération. C'est une initiative de la police républicaine pour sanctionner les automobilistes qui bafouent les panneaux et signalisations routiers en s'adonnant à des excès de vitesse qui par ailleurs peuvent occasionner des accidents de la circulation. Le constat du contrôle routier, c'est à travers cet élément. Personne n'y échappe. Même pas les véhicules plaques bleues, généralement conduits par les autorités ministérielles. Sur ce axe routier longeant le boulevard de la Marina, la police républicaine a déployé des radars pour contrôler la vitesse maximum autorisée en agglomération. Ces agents s'assurent du respect des limitations indiquées sur les panneaux et signalisations routiers. Ici, la limite est de 50 km/h. Et peu importe les récriminations, tous les véhicules dépassant la limite fixée sont verbalisés. Les radars déployés sont des TruCam 2 de dernière génération. Une technologie capable de contrôler la vitesse des automobilistes de jour comme de nuit sur une distance de 1500 mètres avec une marge minime de 2 km/h grâce à son laser puissant. Inutile donc de ralentir à la dernière minute à la vue des agents de police. Vous auriez déjà été flashé quelques secondes plus tôt. Et même si possibilité il y a de se rapprocher de l'agent contrôleur pour vérifier sur le radar la vitesse exacte à laquelle on a été flashé, il est préférable de veiller au respect des panneaux de limitation de vitesse. Et sur un autre registre, l'escargot est reconnu comme étant l'animal terrestre le plus lent au monde. C'est un gastéropode très prisé dans la gastronomie béninoise. Et justement, nombreux sont les héliculteurs qui vivent de cette culture. Quels sont donc les différents types d'escargots qui existent et comment les reconnaître pour mieux accroître sa production? Suivons cet élément de Marcel Betterou. L'élevage des escargots comestibles est appelé héliculture. Ici, c'est l'escargot géant africain ou acatine. Son élevage est appelé acatiniculture, référence faite aux acatines. Au Bénin, l'élevage des escargots prend en compte plusieurs espèces. Ça, c'est l'espèce Acatina fulica. La comparaison avec la coquille des autres espèces, vous retrouvez que le bout de la coquille est pointu. Mais vous avez les stries. Les stries qui se trouvent sur la coquille. Vous allez trouver des stries noires intercalées de blanc. Par contre, si vous prenez Acatina et Acacatina marginata, vous retrouvez que la chair de Acacatina marginata est très noire. Et c'est une espèce d'origine forestière. L'amateur d'escargots peut se lancer dans l'élevage. Une activité qui prend peu de temps et de place. Parmi les multiples méthodes, la plus simple pour le débutant est extensive et en extérieur. Non seulement moi j'aime l'escargot, c'est que je les élève aussi. J'ai appris à élever l'escargot. Vous mettez de la terre de bas en bas.
vous mettez la terre, le fumier dessus, vous mettez de terre chaude, vous arrosez, vous mettez quelques escargots, et que les soirs, vous leur donnez à manger à partir des feuilles. Vous arrosez le sol, mais quelques mois, il y a plein de petits escargots qui sont nés. Et puis, c'est comme ça qu'on élève les escargots. C'est qu'il faut arroser et donner à manger. Ils ne sortent pas dans la journée. Le mode de vie des escargots est bien connu. Si vous prenez l'escargot en élevage, vous allez constater que dans la journée, c'est comme s'il n'y a rien de disponible. Mais dans la nuit, autour de 19h, quand l'humidité de l'air est un peu beaucoup plus chargée, ils sortent et ils vivent convenablement, ils mangent et autres là. Pour accroître l'élevage des escargots au Bénin, des recherches ont été menées sur le plan des techniques de production ainsi que l'alimentation des sujets. Les escargots font partie des produits forestiers non liés d'origine animale. Les champignons comestibles aussi font partie des produits forestiers non liés d'origine végétale. Mais le tout cohabite dans le même écosystème. De là, on a dit qu'il y a possibilité de produire les champignons et d'intégrer dans leur alimentation. Donc on a fait ça pour voir ce que ça va donner comme résultat. Ça a donné un résultat encourageant. Au Bénin, la commercialisation de l'escargot est vue comme une activité de luxe, compte tenu du coût élevé des escargots sur le marché. Ne consomme pas qui veut, mais qui peut. Parlons à présent de la réforme du secteur de la décentralisation intervenue il y a peu. Cette réforme redistribue les cartes de la gouvernance locale grâce à une approche participative qui permet d'impliquer pleinement les acteurs locaux à l'identification de leurs besoins fondamentaux. Que peut-on retenir de la gestion locale à l'ère de la réforme administrative? Éclairage de Stanislas Runkanli, ingénieur en développement local. À partir de 1990, l'option a été clairement faite de leur confier désormais la gestion de leur destinée. Et donc le pouvoir est ramené à la base avec des représentants des populations qui sont élus et qui travaillent au sein des conseils communaux et municipaux. La décentralisation permet désormais de mettre en œuvre le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que lorsqu'on veut réaliser quelque chose, il faut aller au niveau inférieur pour le faire. Donc l'État n'a plus besoin de descendre dans les communes. Nous avons constaté que le fait de rapprocher le pouvoir des populations permet d'être plus efficace, de prendre rapidement la décision, de mettre en place les investissements qu'il faut pour que la pauvreté que nous combattons tous dans les différentes interventions de l'État, que cette pauvreté puisse regresser. Depuis 2003, nous sommes en train d'expérimenter un processus. Je crois que ce processus a connu des fortunes diverses. Il y a eu beaucoup d'avancées, mais il y a aussi quelques insuffisances que le nouveau cadre légal de la décentralisation est venu corriger. En l'occurrence, la dispersion des textes de loi sur la décentralisation et leur faible articulation. Mais il y a aussi que le nouveau code est venu séparer un peu les fonctions politiques des fonctions techniques. Donc on peut dire que c'est une avancée importante et nous espérons que l'expérimentation de ce nouveau cadre légal va nous permettre de corriger les imperfections de la décentralisation observée jusque-là. La gouvernance locale est la meilleure option qu'on puisse faire lorsque nous aspirons à un développement équilibré de nos communes. Donc ça permet de réduire les disparités parce que chaque population s'organise pour prendre en charge les défis liés à leur territoire. Hors de nos frontières à présent, en Éthiopie, à Dire Dawa, les voyageurs continuent toujours d'utiliser le chemin de fer franco-éthiopien construit il y a plus d'un siècle par les Français. L'ancienne voie ferrée reste indispensable pour le commerce et le transport, même avec l'arrivée récente d'une ligne moderne construite par la Chine qui dessert moins de villes. Reportage de nos confrères de France 24. Le soleil n'est pas encore levé qu'ils affluent par dizaines à la gare de Dire Dawa. Une fois la marchandise chargée et les passagers installés, l'ancienne locomotive démarre dans un grincement métallique.
Direction Dewele, à 2 pas de Djibouti, un voyage d'une douzaine d'heures à travers la campagne éthiopienne. C'est notre moyen de transport. Je vais acheter du riz, du sucre, des macaronis et des pâtes. Construit par les Français il y a plus d'1 siècle, l'ancien chemin de fer n'a jamais cessé d'opérer. Malgré sa lenteur et son matériel vétuste, le vieux train, comme on l'appelle ici, effectue ce trajet de 200 km plusieurs fois par semaine. Moulougeta Kebede le conduit depuis 40 ans. Le chemin de fer a été construit le long de petites villes et de quartiers, et les gens se sont installés à proximité des gares. Il y a encore des endroits inaccessibles autrement, même en voiture. Car cette région du nord-est de l'Éthiopie reste mal desservie, malgré la construction d'un nouveau chemin de fer par une entreprise chinoise en 2016. Un train moderne et beaucoup plus rapide, mais qui ne marque que 3 arrêts entre Dire Dawa et Dewele, contre 8 pour l'ancien train. Les gens disent que l'ancien chemin de fer est béni. L'autre, c'est un avion. Dans les ateliers de Dire Dawa, on continue de réparer des pièces détachées, aujourd'hui introuvables. Un savoir-faire centenaire que ces ouvriers proches de la retraite espèrent encore transmettre aux générations futures. Et ce sera tout pour cette édition du Journal du Soir que vous pouvez retrouver en replay sur toutes nos plateformes digitales, plus précisément sur le www.ortb.bj. Merci à toutes et à tous et à demain.